Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur un sport où on n'a même pas allumé la télé, que la course est déjà terminée. Vous avez compris, on va parler de ce qui s'est passé ce week-end aux mondiaux de Kigali au Rwanda avec une victoire surprise chez les filles, le titre de Magdalene Vallière et un tout petit peu moins surprise de Tadej Pogačar chez les hommes. On va débriefer tout ça avec mes deux chroniqueurs du jour. On a d'abord celui qui est en prison aujourd'hui, qui a sûrement tatoué le plan de... C'est quoi, il y a un bus, il y a un tram à Tours, je sais pas trop ce qu'il y a à Tours. Désolé, je connais pas la ville. Réseau de bus. Non, c'est un tram, il y a un réseau de bus. Très bien. On est une ville moderne, c'est moderne, cher Johan. Non, mais je vais recommencer. D'autant plus que je te rappelle que Paris-Tours, en plus, ne se fera plus du côté de l'avenue Grandmont parce qu'il y a les travaux de la deuxième ligne de tram. Pardon, excusez-moi. Donc, alors, la ligne de tram. Les lignes de tram. La ligne de tram. Là aussi, on est sûr. Pour le moment, c'est là. Ah, voilà. On va bientôt doubler. Ouais, très bien. Bon, la ligne de tram plus celle en travaux dans le dos. Bref, c'est Tim qui est avec nous aujourd'hui. Vous l'avez compris. Salut Johan. Oh. Et salut à tous. Oh là, il est malade. Oh, il est pas bien. Il est chafouin. Oh là là. Oh, n'en dis pas plus. On va accueillir Sam qui est avec nous. Alors, sous les tropiques. En tout cas, il fait beau là-bas. Il n'y a pas de tram, mais on aimerait bien être là-bas par contre. Salut Sam. Non, on n'a pas de tram dans les Pyrénées, mais ouais, il fait plutôt bon. Oh, ça va. Ma grande surprise. Ouais, non, ça va. Ça va. Ça se la raconte. On dirait presque à une température africaine ou Rwanda, presque l'impression. Exactement. Voilà. J'ai des petits palmiers à côté aussi, ça peut rappeler peut-être les douceurs du continent africain. Ah bah ça on a adoré. Il y a une belle douceur, je peux dire, et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. D'ailleurs on va directement y aller, vous le savez, pas de transition, on y va direct dans le tempo. On va commencer par les hommes, ensuite les femmes. On parlera aussi des championnats d'Europe parce que c'est ce week-end et ça a aussi un lien avec ce qui s'est passé ce week-end. Et puis évidemment, Paris-Chauny, ça sera l'intégralité de nos discussions. Vous savez, notre amour pour cette course. Mais d'abord, les mondiaux. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant. Alors, deuxième titre de champion du monde de Tadej Pogačar, donc qui a réalisé encore une performance de grand dingo, on va donner ce terme. Parti à 100 bornes de l'arrivée, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça m'étonnerait. Mais bon, parti à 100 bornes de l'arrivée avec Del Toro Ayuso, puis en solitaire, après il restait encore 66 km, je crois exactement, pour s'imposer largement. Tib, déjà... Première question. Bon, on savait, Pogačar super fort, démonstration. Ça, on va essayer de passer un petit peu dessus parce que on va pas refaire les mondiaux de l'année dernière. C'est surtout du point de vue de la stratégie de Tadej Pogačar. C'est une stratégie parfaite pour lui. En fait, il fallait sortir à ce moment-là pour s'éviter des doutes au fur et à mesure de la course. Je sais pas ce que tu en as pensé quand tu l'as vu sortir. Et c'était pas une surprise, mais sortir dans le Mont Kigali. Stratégie parfaite, je sais pas. Après, c'est honnêtement, en vrai, même s'il sortait après, est-ce qu'il aurait été battu au vu de sa force? Non. Donc, il nous a fait un copier-coller de l'année dernière. Il se barre à 100 bornes. Il est tout seul à 66 bornes. Bon, l'année dernière, c'était 51 km. Et puis, quand il se barre, il rejoint un coéquipier. Il fait un bout de chemin avec un coéquipier. Non, c'est du copier-coller de l'année dernière en version améliorée. Ouais, Sam, pareil. Bon, c'est vrai que c'est pour ça que je suis parvenu sur démonstration, etc. Bon, on l'a vu tout ça et on n'a pas besoin de débriefer sur le fait que Pogačar est fort parce qu'on l'a répété à de nombreuses reprises. Même fort, c'est un euphémisme. Mais au niveau de la stratégie, par exemple, partir à ce moment-là, même s'il s'attendait à avoir un plus gros groupe, mais bon, il est tellement fort qu'il tue tout le monde à ce moment-là. Mais il fallait faire ça, en fait, pour décanter au moins un minimum la course et pour se faciliter le reste. Oui. Dans tous les cas de figure, comme l'a dit Thib, je pense que quel que soit le plan, il était le meilleur. Donc, autant faire un peu d'entertainment en partant dans l'endroit le plus exotique et le plus excitant du parcours. Alors, au départ, il y a quand même un petit groupe qui se détache avec lui, mais ça dure quelques hectomètres. Mais oui, effectivement, c'était la stratégie parfaite, d'autant que du coup, il avait, comme Thib l'avait prédit aussi la dernière fois, il y avait des alliés de circonstance, notamment Torito, Elisa Del Toro, et peut-être un petit peu Ayuso. Donc en fait, non, je pense que c'était le plan qui était prévu pour lui et qui se déroule à la perfection. C'est ce que Matej Moric a dit, c'était prévu et de toute façon, dans tous les cas, Tadej Pogačar, dès qu'il se retrouve un peu esselé, il n'a qu'une seule solution devant lui, c'est de s'isoler. Donc, mais il n'y avait plus personne en plus. Il n'y avait plus personne avec lui. C'est pour s'éviter une situation complexe, donc c'était évident à partir du moment où il a plus que 2 coéquipiers, excepté Primož Roglič,
euh, qui ne lui a encore une fois servi à rien. Ouais. Bah, il attaque, mais c'était prévu. Alors que en interview, tu vois, il nous a dit oui, bon, c'est peut-être un peu loin. Mais j'ai l'impression que depuis quelques temps, et notamment depuis le Tour de France, Tadej Pogacar, la veille d'un événement, la veille d'une étape, il nous dit blanc, tu vois, et puis il fait noir. Non mais attends, et juste parce que tu parlais de Primoz Roglic, j'aimerais bien qu'on m'explique dans la salle, c'est quoi les mondiaux de Primoz Roglic, à quoi il a servi dans la stratégie de la Slovénie, et je me demande s'il n'avait pas tu sais, un maillot un peu plus clair ou un peu plus foncé pour se différencier des autres, parce que je l'ai vu, je voyais Primoz Roglic qui est pas très loin et tout, mais vraiment il a pas donné un coup de pédale, mais bon c'est comme ça, c'est mon Il Primoz. il s'en foutait, il a fait acte de Oui, présence et il était content. C'est vrai C'était qu'il aurait même c'est comme peut-être pu aller chercher une placette parce il semblait pas aux fraises non plus dans le mont Kigali, pardon. ouais, non mais Ah c'est mais il a clair. respecté totalement et à la lettre ce qu'il avait dit, on va laisser, la place à Tadej Pogacar de Ah faire ce bah, qu'il a à faire. Sous-entendu, je vais me Ah mettre bah en là. retrait, puis je vais faire ma course moi-même. C'est exactement ce que Primoz Roglic nous a fait. ouais, il a pris les jumelles puis il a regardé de loin. D'ailleurs, alors, on parlait donc des alliés de Tadej Pogacar parce que l'année dernière, si vous vous souvenez, il y avait quand même Tratnik qui était dans le groupe devant et qui l'avait servi, bien servi d'ailleurs Tadej Pogacar. Cette année, il s'est retrouvé tout seul en termes, je veux dire, d'équipe, de nation, pardon. Et donc là, cette fois-ci, on s'est retrouvé avec un jeu d'équipe, avec un Del Toro, Ayuso déjà, qui a tenu pas très longtemps, qui a pété très vite, a priori, selon Pogacar. Encore une fois, je ne fais que citer, problème dans les pavés. Et ensuite, Del Toro qui a roulé quand même pas mal de temps. On pensait qu'il était très fort et finalement, il pète à 65 km de l'arrivée avec des problèmes gastriques à ce moment-là qui arrivent tomber du ciel alors qu'il a quand même réussi à suivre l'attaque. Bref, je doute un peu de tout ça, mais bon. C'est assez particulier. Je l'avais dit, moi, avant ce podcast, que potentiellement, il aurait pu trouver des alliés de circonstances. Ça a été le cas aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris pourquoi ils ont roulé? Enfin, on comprend un petit peu, mais Thib, Samuel, pourquoi enfin, notamment Del Toro, et aucun intérêt s'il veut aller chercher une médaille, surtout qu'il arrive à faire une placette derrière. Mais rouler comme ça, quasi du 50-50 avec Tadej Pogacar, c'est juste du suicide. Pourquoi on a roulé à ce moment-là? Parce que c'est un copain. Voilà. Et puis parce qu'il se Enfin, moi, sent fort. Il se sent fort, oui. c'est un copain et puis, il sait très bien que, bah, s'il roule moins, là c'est un espoir de médaille, tu vois? Mais un espoir de médaille qui s'envole et part en fumée rapidement. Mais, si tu collabores, tu sais très bien que tu peux aller chercher un résultat si tout se passe bien. Ouais, mais je trouve que le 50-50 c'était un peu trop. Voilà, c'est ça qui roule, c'est normal parce que c'est sûr que si tu restes le plus longtemps avec Pogacar, t'as plus de chances d'aller chercher une médaille. Mais c'est surtout d'avoir assuré autant de relais avec le Slovène, surtout que l'écart était, enfin pas fait, mais bon, il y avait quand même un petit matelas. C'est ça qui m'a un peu perturbé. Mais bon. Et Bon. puis de toute façon Les derniers relais, Vas-y Samuel, en vas-y. substance, on Ah. rappelle pardon, vas-y, Samuel. je disais, les derniers relais, c'est vrai que c'est indécent. Il avait déjà commencé un petit peu à péter. On voit Pogacar qui se retourne et qui l'attend, l'air de dire bon allez, on continue un petit Attends, peu si tu veux, ouais, mine de rien. Et ouais. il lui file deux trois relais. Bon, c'est bon, on avait compris quoi. Ouais. Oui et puis enfin, en substance, c'est ce que je voulais dire et ça va compléter, tu vois, on sait que Del Toro, il avait une revalorisation de contrat, s'il Ah, faisait un podium sur un grand tour, ce qu'il a fait. Mais, on ne sait pas aussi si les Émiratis n'ont pas une petite prime, au résultat, une petite prime, au résultat de Tadej Pogacar. Donc, tu as tout Pourquoi pas, intérêt hein. aussi à l'aider à aller chercher un résultat. il y a une bonne analyse de Rénal Prévost qui dit moi ce qui m'a perturbé c'est que les trois qui sortent sont trois UAE comme par hasard, mais c'est vrai hein. Ah C'est vrai oui, qu'on a vu C'était c'est pas étonnant. De ouais. toute façon C'est c'est l'équipe pas la plus étonnant. forte C'est la avec les meilleurs continuité de la coureurs. saison. Ils ont Oui et simplement un puis maillot international sur le dos, mais sinon, c'est pas anodin que cette équipe ait battu le record cette année de victoire. C'est donc normal de retrouver trois mecs de cette équipe à l'avant sur la plus grande course du monde. D'autant plus sur un oui profil montagnard, sachant que les trois sont très forts en montagne. et puis, si on reprend ce qu'on avait dit en podcast, oui, on pouvait partir sur une potentielle surprise, un Tadej Pogacar, on va dire, piégé, mais la logique voulait que Tadej Pogacar aille, chercher, ce titre et on n'était pas loin de penser qu'on aurait pu avoir un triplé Imereti.
Ouais. Ouais. Alors, après, dit le mec, la logique, dit le mec qui a dit Pogacar ne sera pas sur le podium dimanche, voilà, merci. On vit avec du panache, nous. Ouais, bah oui, bah, tu m'étonnes. Non, mais surtout que la veille, on parlera des filles évidemment, mais la veille, il y avait quand même une belle surprise, même si c'est différent en termes de stratégie de course, mais il y avait une belle surprise. On s'est dit, bah pourquoi pas avoir une physionomie de course un peu comme celle-là finalement. Ça a vraiment été échelon par échelon. On voyait vraiment la hiérarchie mondiale. Un Pogacar, deux Remco, trois Benini, quatre Skelmose. Vraiment, tout le monde était à une minute. Donc c'était assez À partir particulier. du moment où la course ça s'est décantée dans le Mont Kigali et que c'était une affaire d'homme à homme, ça s'est réduit à une affaire d'homme fort. Et quand tu regardes le top 10, au final, c'est que la consécration de la saison pour chacun de ces coureurs et chacun de ces coureurs qui n'a cessé de se montrer. Et on peut citer par exemple un Eulalio récemment, il ne fait que de se montrer. Bah, j'ai reçu un message d'un certain Erdo Santos qui m'a envoyé un message, qui nous a envoyé un message en mode magnifique Eulalio. D'ailleurs, devant les Français, à souligner. On parlera aussi des Français, évidemment. Samuel, petite question. Je sais que tu connais les prochaines échéances des mondiaux. Il va en prendre combien, Pogacar, de suite, là? On est encore au Canada, à Montréal. En France aussi, ça a l'air pas mal aussi. Bon, 4 de suite, on est en train de dire ça? Je pense qu'on est parti pour qu'il y en ait au moins 2 de plus, je pense, en vrai. Hein. Parce que l'an prochain au Canada, il a l'air de bien apprécier les routes canadiennes. Bon, peut-être que s'il se retrouve avec un copain à la dernière ligne droite, il va lui faire croquer le maillot. Non, je déconne. Bien sûr, il ne le fera pas pour le championnat du monde. Et après, pareil, Côte de Domancy, 2028, à moins d'un retrait total du monde du vélo ou d'un gros downfall. 2027, pardon. Ouais. D'un gros downfall, mais sinon, on est parti pour un 4 sur 4. Ouais, c'est ce que je me disais. D'ailleurs, il commence à y avoir je ne sais pas si vous avez lu l'équipe, mais voilà, des grands débats sur bientôt le meilleur coureur du monde, ce qui va chercher 4 titres mondiaux, ce qui serait un record. Enfin bref, ça on a le temps, mais c'est juste me poser la question. Ouais, vas-y. En vrai, sauf incident, le 4 sur 4, il était presque écrit à partir du moment où il va chercher Zurich. La vraie difficulté, c'était celui-là, du fait des conditions climatiques qui auraient pu être particulières et qui auraient pu le heurter. Les maladies aussi qui ont frappé quand même pas mal de coureurs. Ah bah ça, surtout en France. Hein. Ouais, surtout en France, mais pas que. Les Pays-Bas ont aussi pas mal été marqués. Mais tu vois, il y avait des circonstances qui faisaient que potentiellement il pouvait être piégé. Du côté de Montréal, on sait que c'est un circuit qu'il apprécie et en plus, il y aura encore plus de distance. Comment Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel peuvent le concurrencer sur ce type de difficulté qu'il ne maîtrise pas et pas autant que Tadej Pogacar. Et puis du côté de Salanches, je pense que la messe est dite, on connaît Tadej Pogacar. Là, il peut immédiatement en prendre 4, mais il peut potentiellement en prendre plus et ça dépendra des parcours qui seront proposés après. On risque d'avoir un parcours plat du côté des Émirats. Heureusement, on risque d'avoir un parcours J'aurais jamais plat cru du dire côté ça en étant adolescent. Heureusement qu'on aura un championnat du monde pour sprinter. J'aurais Non, jamais mais cru attends, le dire. aux Émirats, peut-être que pour eux, ils vont faire un terrain propice à Pogacar, on sait jamais, pour lui aller chercher le 5e. Mais peut-être même de suite avec le Danemark. Puis après, on va avoir la Belgique avec Bruxelles qui peut potentiellement être vallonné. Donc assez ouvert, mais c'est un terrain qui est favorable à Tadej Pogacar. Et puis on aura le Trentin, et le Trentin, on connaît à peu près, donc on voit ce que ça va donner. Et Tadej Pogacar peut aussi, s'il est encore là, briguer un potentiel 6e titre. Mais oui, mais là, il y aura Paul Sexas à ce moment-là, donc ça m'étonnerait. Il aura déjà pris le pas et ça sera il déjà aura le grand peut-être pris patron. sa retraite. S'il respecte ce qu'il a dit, les JO, est-ce qu'il aurait envie de s'arrêter là? Ouais. J'espère. Là, on me dit, est-ce que si Vingegaard s'était aligné sur les championnats du monde, ça aurait pu changer la donne? Oui, en fait. Il serait tombé malade. Ouais, non, c'est vrai que. La chance qu'il a. Non, mais vrai, oui. Peut-être qu'il aurait pu tenir dans le. En fait, ça va peut-être être le seul qui aurait pu tenir dans le Mont Kigali en termes d'explosivité et tout. Après, je doute un peu. On ne sait même pas comment Vingo passe les pavés, en fait. Ouais, c'est ça, en plus. C'est vrai. En fait, Vingegaard aurait pu donner un Juan Ayuso. Juan Ayuso qui était très fort, mais qui a payé son tribut de sa force par sa faiblesse dans le mur de Kigali. Et en fait, Jonas Vingegaard, ça aurait pu être pareil.
Ouais, non, mais c'est clair, t'as Ouais, raison. tout En à fait, fait. ouais, c'est vrai qu'on pense un peu moins. On a l'impression que ça grimpe, mais on se rend pas compte aussi des pavés, hein. Notamment Richard Carapace, par exemple, un coureur vraiment qu'on attendait aussi dans les premiers rôles. Et voilà. C'est Ah bah, il compliqué. a reculé à chaque fois dans les pavés. Ah oui, oui, dans les pavés, c'est dur, c'est pas la même chose, mon gars. On va parler du deuxième, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de lui, Remco Evenepoel, parce que là encore, même par rapport à ses déclarations, il y a encore un petit peu de doute sur le scénario qui aurait pu être différent, peut-être s'il n'y avait pas eu ces changements de vélo, ces problèmes de selle. Alors pour rappeler, Remco, il a changé 2 fois le vélo, a priori la deuxième fois pour pas grand-chose, mais il a eu un petit problème avec sa selle qui a un peu bougé dans les moments un peu chauds. Selon lui, je fais encore une fois, selon lui, il a reculé dans le Mont Kigali à cause de ce problème de selle, donc sinon... Il l'a dit, hein, j'aurais pu suivre Pogacar. Ça, encore une fois, c'est peut-être une autre histoire, mais bref. Il y a des regrets ou pas? Alors, finalement, pour Remco, parce qu'on voit qu'il fait quand même une belle course. Après, il est tout seul à rouler derrière Pogacar. Il finit quand même assez, entre guillemets, assez loin. Mais bon, il a perdu beaucoup de temps, beaucoup de nervosité aussi. On l'a vu shooter à côté de son vélo lors de son changement de vélo. Bon, ça, un classique Remco. Mais est-ce que pour vous, il y a un petit peu de regret, il y a un petit peu de doute en se disant tiens, si ça s'était passé parfaitement pour Remco, il aurait pu tenir Pogacar, ça aurait pu être différent. Thibaut, pour commencer, est-ce que tu as les doutes? Il y Non. avait Non, il y avait un non-match, il aurait pu le tenir, mais Tadej Pogacar l'aurait déposé, pour la simple et bonne raison que, certes, il a perdu du temps avec ses changements de vélo, il s'est mis quand même dans un sacré effort pour rejoindre les groupes derrière. D'ailleurs, ça a été une erreur de sa part de descendre et d'attendre la voiture. Il aurait dû attendre que la voiture remonte vers lui. C'est là où il perd énormément de Ouais. temps et c'est son erreur stratégique. Mais pour le reste, en fait, quand il part en chasse de Tadej Pogacar, il maintient il maintient le temps quand ils sont à 5, il maintient le temps quand ils sont à 3. Il en perd un peu quand il est tout seul, sauf que Tadej Pogacar, ça fait 66 kilomètres qu'il est tout seul. Donc il y a un non-match. Ouais. Sam, toi, est-ce que tu Oui, penses oui. qu'il aurait pu basculer du côté du Belge ou pas du tout? Non, non, de manière intrinsèque, je pense que Pogacar était plus fort, même sans les incidents. Voilà, puis tu parles de regrets, je pense que ça commence à en faire un paquet de regrets pour Remco. Parce que mine de rien, sur ces mondiaux, on n'aura pas vu la bataille potentiellement annoncée. Ça Mm. fait quelques éditions de Liège-Bastogne-Liège qu'on voit pas non plus, qu'on ne voit pas non plus la bataille annoncée. Ouais. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais Non. est-ce que tu peux avoir vraiment des regrets quand tu vois ta saison, quand tu vois d'où tu reviens depuis juillet, que tu vas chercher quand même une médaille d'argent et une médaille d'or sur le chrono? Est-ce que Oui, oui, tu non, peux non, mais vraiment avoir des c'est à regrets? relativiser. Attention, oui, on parle de regrets, mais bien sûr, c'est à relativiser. N'importe quel coureur serait très heureux. Et même d'ailleurs, lui avait l'air. Enfin, après, j'ai pas regardé la cérémonie des podiums, mais j'ai vu un ou deux réels passer Non, sur oui, il était Insta. tout Il a pas sourire. l'air malheureux sur le podium, Ouais. hein. Non, non, franchement, nous, c'est d'un point de vue observateur. On aurait bien aimé, on aurait vraiment adoré avoir une belle bataille entre les deux, mais ce Ouais. n'est pas Ouais, mais arrivé. ça, c'est le sourire, en fait, c'est son subconscient qui se dit ah, peut-être que dans 15 ans, je le récupère. Ah ouais, bah alors là c'est encore autre chose. Non, mais en Tu plus, es mauvaise langue. ouais, sur la ligne, en plus, on le sentait quand même assez marqué par l'effort. Mine de rien, c'est vrai, mais même, je veux dire, d'un point de vue sentimental, il avait l'air marqué, presque en larmes, Remco, sur la ligne. C'est pour ça que je dis peut-être Ouais, que mais pour lui, dans sa tête, honnêtement, il a il manqué peut s'en quelque chose. vouloir qu'à lui-même parce Ah que bah sur le ça, deuxième changement de vélo, si tu entends le discours de son cousin qui est aussi son mécano, le vélo visiblement, bah, il a mesuré 3 fois, il y avait absolument aucun problème de cote. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est pas dans la ah oui, tête, que ça a pêché du côté de Remco Evenepoel? Surtout qu'en plus quand tu le vois monter sur son vélo et je crois que c'était du côté d'Eurosport, hein, et qu'il soulignait, enfin et même moi je pensais qu'il allait bâcher. Son comportement, sa gestuelle physique, disait: «Ouais, il est plus dedans» et ouais. il a quand même su se remettre dedans et aller chercher, cette deuxième place, qui, lui était littéralement plus promise, hein. Tout le monde te le Ah, il aurait dira. pu nous faire une Miguel Angel Lopez sur la Vuelta, ouais. Ouais, ah ouais, c'est clair, complètement jeté et pété les plombs. Non, mais en plus, Samuel, tu roules aussi. C'est sûr que si on change de vélo, si on nous change de vélo et en fait c'est juste qu'on n'a pas les jambes, on a l'impression que c'est la faute du vélo. Je sais pas comment expliquer, mais de toute façon c'est un peu comme ça. C'est dans la tête évidemment, parce que tu as l'impression que ça tourne pas rond, que c'est pas ton vrai vélo, etc. Bah oui, mais des fois c'est pas le vélo, hein, c'est les jambes, malheureusement Ah oui, pour non, Remco. clairement.
Clairement, oui, oui. C'est parce qu'après, il repart et puis il réessaye d'y aller tout seul. Donc c'est vrai qu'aussi, on voit quand même qu'il y a une certaine mentalité de champion, mais sur le coup, à cet instant-là, en effet, c'est une perte de sang-froid. Ouais, Et non. c'est comme ça. Mais c'est pas la première fois. Ouais. C'est pareil hein, du côté des JO. Hein, Ouais, on quand, se souvient, hein, quand il crève, pas loin de l'arrivée, ouais. franchement, Ah oui, j'ai jamais oui, vu oui, c'est quelqu'un vrai. autant Ouais, pesté. deux situations similaires, puisque c'est deux situations où tu n'as pas les oreillettes. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est compliqué. On en parlera d'ailleurs des non-oreillettes. Tiens, dans une autre partie, peut-être la course féminine. Peut-être. Hein, je vous spoil un petit peu. Bref, pour la suite, juste du classement, on a parlé de Pogačar, on a parlé de Remco. D'ailleurs, c'est assez unanime, hein, même dans le chat, hein, sur Remco n'aurait rien pu faire, etc. Moi, je suis un peu mitigé, mais bon, je comprends tous les avis, et donc même sur les réseaux sociaux, hein, c'était unanime par rapport à ça. Bref, pour la suite, on a eu un Benelli sur le podium, ça fait plaisir à tout le monde. Franchement, il y a personne m'a dit « Oh, Benelli, franchement, j'aime pas ce coureur, il mérite pas sa médaille. » Médaille d'or médaille d'or, oui, presque médaille d'or du méritant, du combattant pour cette course. Ce qui est le Mose, voilà, c'est ce qui vous a plu dans cette course pour le reste du monde, on va dire, Thibé, Samuel. Moi, c'est une thématique. Vas-y, Thibaut. Ouais. Moi, c'est une thématique et c'est les coureurs en chasse. Parce que quand Tadej Pogacar s'est isolé et qu'il rentre sur le circuit, tu peux te dire, ouais, l'écart va filer, ça va vite monter à 2 minutes. Mais ils se sont très vite mis en bloc et les nations surreprésentées se sont mis à la planche pour se sacrifier pour leur leader et ils ont su ne pas avoir ce syndrome du groupe 2. Et c'est la première fois en course sur un gros événement derrière Tadej Pogacar qu'ils le font. Et j'étais agréablement surpris de ce tempérament combatif où on n'abandonne pas et on essaye quand même d'aller le chercher. Non, mais c'est clair. Non, mais moi, j'ai trouvé ça très beau, hein. On a collaboré très peu avec Remco, mais bon, au bout d'un moment, il s'est fâché, il est parti. Mais derrière, on a eu vraiment. Après, on voyait, c'était que des guerriers, hein. Tu vois Skujens qui fait 5e encore. Lui, c'est un malade, hein. Ouais. Et tous les championnats du monde, je crois qu'il fait top 10. Plus c'est long, il faudrait des courses de 400 bornes pour lui, pour gagner quelque chose. Mais vraiment, derrière, Paris-Bordeaux. Ouais, voilà, c'est ça, à l'ancienne. Non, mais vraiment, Sam, c'est ça. Derrière, ça a été quand même assez. De toute façon, tout le monde a fini en souffrance. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a plu, toi, d'ailleurs, dans ce qui s'est passé derrière les deux monstres? Ouais, comme ce que disait Thibaut, c'est vrai que comparé à l'an dernier où on avait l'impression d'un sabordage général et après que tout le monde avait jeté l'éponge, cette année, tout le monde s'est quand même plus ou moins battu. Et oui, impossible de ne pas citer la 3e place de Benilli, qui est véritablement, je pense, un coureur qui fait l'unanimité, tout comme Carapaz, Vauquelin et Benilli. Je pense que les trois, c'est entre guillemets les coureurs du peuple, des coureurs avec une certaine forme de romantisme, de panache. Et c'est vrai que c'est extra de voir ce mec-là aller chercher cette médaille de bronze et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Moi, je suis très content pour lui. Après un été où il est allé chercher une étape sur le Tour, le maillot jaune, il vient sur les mondiaux, il fait sa médaille. Voilà, je suis très, très heureux pour lui. Ouais, très, très belle année pour Bailey, peut-être encore meilleur en 2026. En tout cas, le cru 2025 a été très bon. Avant de parler des très belle année, puis très belle carrière. Hein. Ça commence petit à petit depuis ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans qu'il est au très très haut niveau et ça commence à faire une belle petite carrière pour. Mais de toute façon, chaque fois qu'il y a un Irlandais qui perce, on dirait que ça devient une superstar. Eh Donc, ouais, ça fait plaisir de voir ça. Par contre, dans la chasse, si je peux revenir sur un élément qui me bien rend un sûr. peu mi-figue, mi-raisin, Oh, c'est à la fois bon et mauvais, c'est l'engagement de Jevine et de Pavel Sivakov. Parce qu'ils se sont mis quand même à la planche, mais est-ce qu'ils ont vraiment servi le groupe? Parce que, un, ils ont mis des relais assez courts, et deux, ils étaient assez puissants et ils désorganisaient le groupe par leur puissance. Donc, est-ce que c'était vraiment servir le groupe que de jouer comme ça? Alors, attends, tu me laisses 2 secondes parce que j'ai un petit bug sur ma caméra. On me voit vraiment dans un... Tac. Je suis désolé, mais là, je me vois depuis tout à l'heure figé. Et en plus, j'ai le doigt vraiment sur la bouche. C'est ignoble. Bref, je voulais, en plus donc on a parlé des autres, on va peut-être pas parler des déceptions, peut-être un peu plus tard. Je voulais parler quand même de l'équipe de France, mine de rien, qui n'est pas présent dans le top 10 avec donc un coureur qui a été quand même actif de toute façon, hein, Thomas Vauclair, on le sait à chaque fois, c'est toujours le cas. On a eu 2 abandons très tôt, Alaphilippe, Louis Barré. Question assez simple, Thib, Samuel, est-ce qu'on aurait pu faire mieux?
Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à faire avec nos forces lors de cette course et on prend en compte aussi les abandons et les aléas de cette édition? Et, franchement, je vois pas pour moi, je vois pas ce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Avec du recul, honnêtement, on aurait pu garder un peu plus de force pour Paul Sexas en début d'épreuve parce que Ok. dès les premiers tours, on a été attaquant. On a montré un tempérament offensif, on a essayé de dynamiter. Bon, on s'est très vite calmé avec l'abandon d'Alaphilippe et puis le sentiment de mal qu'on ressentait du côté de Louis Barré avant son abandon. Mais Paul Sexas s'est très vite mis à la planche pour le collectif et a attaqué, attaqué, attaqué. Et c'est peut-être les pourcentages qui lui manquent à la fin, en fait, dans ce mondial pour aller chercher un top 10. Mais après, honnêtement, est-ce qu'on peut regretter notre course? Non. Est-ce qu'on peut pleurer notre résultat? Non plus. Je pense qu'on n'attendait pas vraiment mieux du côté de l'effectif français sur ce parcours avec nos hommes. On a des hommes forts. On pouvait aller chercher un résultat, mais aller chercher un top 10, ça aurait été bien. Aller chercher un top 3, ça aurait été Voilà, miraculeux. Aller chercher miraculeux. une victoire, ça aurait été limite impossible. Donc, faut être réaliste. On avait un collectif fort, mais pas pour peser sur la course, et notamment quand elle se joue dans le Mont Kigali. Si les effectifs, et notamment celui de la Belgique, nous avaient suivis peut-être un peu plus dans notre façon de dynamiter la course au début, oui, on aurait pu aller chercher mieux, mais là, non. En plus, alors, c'est vrai que Thomas Vauclair, je ne fais que reprendre ses propos, a dit, en gros, on aurait voulu être deux, notamment à l'avant, pour pouvoir faire un peu plus, voilà, prendre un petit peu plus d'avance et surtout essayer de lutter un peu plus sur le peloton. Ce n'a pas été le cas parce qu'on a perdu Alaphilippe et Louis Barré. Derrière, on a joué Sivakov. Sivakov était un petit peu moins bien, en tout cas, il ne se sentait pas super bien. C'est vrai que c'est Sexas finalement qui a réussi à faire le meilleur résultat. Bon. Samuel, toi, par rapport à cette stratégie de l'équipe de France, par rapport à la performance de l'équipe de France, où est-ce que tu situes ton curseur? Qu'est-ce que tu en penses? Non, pas forcément trop de surprises. Comme vous avez dit, un top 10 aurait été le bienvenu, mais bon, c'est vrai que quand on voit qu'au final, on joue pour Paul Sexas, faut pas oublier que on était un peu dans l'inconnu vis-à-vis de lui parce que il avait jamais fait de course aussi longue. C'est ses premiers championnats du monde, première année en pro, très jeune. On savait pas exactement s'il avait tout à fait la caisse pour ce genre de course. Donc, non, moi je trouve même c'est assez satisfaisant de le voir à ce niveau. C'est aussi satisfaisant vis-à-vis de la tactique mise en place au départ, en envoyant notamment Julien Bernard dans l'échappée. Et après, oui, peut-être est-ce que le scénario était différent si Alaphilippe et Barré n'avaient pas eu ces problèmes gastriques, et même je gâte, si je dis pas de bêtises, il a peut-être eu aussi il a peut-être un petit souci de santé sur la course. Donc non, pas choqué outre mesure, ni du résultat, ni du placement de nos coureurs. Voilà. Non, mais Non, ce qui est choquant, c'est quand même la place de Sexas, hein. On le rappelle, Oui, voilà, les si, ça, courses. ça par Non, contre, c'est mais choquant, mais positivement, ouais, pardon. parce que il va, oui, positivement, parce qu'il va nous chercher une 13e place. Il est parmi les tout meilleurs du monde sur une course qui fait 267 km. Il a jamais dépassé 214 et c'était les championnats nationaux, et un dénivelé monstre ça, où littéralement entre 3005 et 4800 mètres de dénivelé positif, il n'a que 4 courses cette année. La performance, elle est littéralement inattendue. non, mais ça c'est Ouais, clair. c'est Et clair. c'est tout bon. D'ailleurs, Thomas Vauclair finalement a eu raison de le mettre sur cet événement parce que je pense que l'expérience prise là pendant ces mondiaux, surtout avec des Bah, il a difficultés fait qu'on fermer plus d'une retrouvera, bouche, hein. ouais, mais qu'on retrouvera quasiment jamais, hein. Enfin, les difficultés comme ça, voilà, c'est quasiment du jamais vu et on n'est pas prêt de revoir une course aussi difficile avec plus de 6000 mètres de D+. Donc non, finalement, c'est pas mal. Abuse pas sur les 6000. Ouais, on a combien? On est sur du 5004, c'est déjà bien. Ouais, bon, on est pas mal, on est pas loin. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, celui qui m'a choqué, c'est Madouas. Il est où ton Madouas, Tib? Tu m'as vendu Madouas comme quoi plus les Mais il s'est kilomètres. vendu lui-même aussi dans les médias, Ah, mais hein. non, mais ça, c'est Je incroyable. suis dans la forme de ma vie, Bah oui, bien sûr. j'ai des jambes de feu, ouais, ouais. Je l'ai pas vu. Ouais. Ah si, je l'ai vu une fois, quand il a crevé. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais terrible. Madouas, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué. Moi, juste un petit truc sur l'équipe de France, c'est que je pense que Alaphilippe, en pleine forme, même avec son niveau du moment,
Je pense que ça aurait pu aussi faire quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit que c'est vraiment les durs au mal qui étaient présents à la fin de cette course. Donc voilà, c'est peut-être le petit regret, Ouais, mais mais c'était pour un pas pour. accessite. Oui, non, ah oui, clairement. C'était pour Ah un non, accessite clairement. parce que le problème, c'est que ça se joue littéralement, en fait, la course se joue dans le Mont Kigali. C'est aussi ce qui Ah dessert un oui. peu Madouas. Mais ça se joue un peu plus dans le circuit et dans un mode un peu plus attentiste, ou du moins avec une échappée qui a pris beaucoup plus de champ avant le Mont Kigali. Oui, là, potentiellement, on a matière à faire. Mais à partir du moment où ça se barre et qu'il passe en tête du Mont Kigali, c'est fini, quoi. Ouais. Il y a Rénal Prévost tiens, dans le chat qui dit est-ce qu'on n'aurait pas eu intérêt à se liguer, tous se liguer contre Poggi, genre le laisser partir dans le Mont Kigali et après derrière on roule tous sur lui pour le laisser s'épuiser. J'ai envie de Personne dire- ne Est-ce l'aurait que la fait, donc, Belgique, mais est-ce que la Belgique, oui, je comprends, on a Remco Evenepoel, oui, c'est un talent générationnel, oui, c'est le deuxième leader, mais enfin, c'est pas faire offense à Remco Evenepoel que de dire qu'il est en dessous de Tadej Pogacar et qu'il faut qu'il joue différemment collectivement. Et moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que le résultat de cette année de Remco Evenepoel avec ses problèmes va l'encourager l'année prochaine à faire le jeu de Tadej Pogacar et à l'aider à rouler. Je vois pas un monde où l'année prochaine, la Belgique se dit: «Ouais, bon, on va la jouer différemment, on va quand même mettre des pions à l'avant». Non, ils vont encore rouler pour Remco Evenepoel et faire le jeu de Tadej Pogacar parce que cette année, va les avoir encore plus encouragés à le faire. Et c'est totalement débile. C'est là, en fait, où, stratégiquement, ça pêche du côté des adversaires parce que les Belges n'ont pas joué le jeu suffisamment pour essayer de bousculer le collectif belge et mettre un peu dans les cordes Tadej Pogacar. Non, ils ont roulé aussi pour Tadej Pogacar. Les Belges sont en vente Bien sûr, Winter et puis aussi. autant l'an dernier, tu peux être surpris parce que tu t'attends pas à ce que ça parte d'aussi loin que du coup Pogacar joue la gagne à partir de 107 km de l'arrivée. Autant là, cette année, je veux dire, c'est en gros au milieu du parcours. Il y a même, je crois que sur le programme officiel championnat du monde, il y a une zone en rouge pour mettre Mm. le Mont Kigali. On se doutait bien qu'il allait se passer quelque chose. Donc effectivement, je pense il y avait matière à faire quelque chose en anticipant un scénario départ à cet endroit-là. Ouais. Non, mais pourquoi pas. Après, en fait, c'est biaisé par le fait que oui. Mais le problème, c'est que t'as quand même on a une course d'équipe en plus de nations, et donc du coup, on a eu quand même Ayuso et Del Toro qui ont accompagné Pogacar parce que finalement, il était presque seul. C'est juste qu'on a eu des équipiers, on va dire, à l'année de Pogacar, qui a un peu biaisé aussi le fait de oui, bon, on le laisse partir, mais qui peut empêcher Del Toro et Ayuso de partir, tu vois. Enfin, bref. Et ça aussi qui était un peu C'est particulier. sûr. Avant de passer aux filles, les déceptions, vous en avez ou pas sur cette course en termes de coureurs, même, je sais pas, quelque chose qui vous a embêté Non, c'est le parcours. Le parcours, C'est ouais. le parcours qui est Ouais, qui est l'intérêt de la beaucoup trop course, ouais, dur. ouais, tout court. Ouais, Tout je court, pense quoi. que tu mets un truc qui est difficile, mais qui t'ouvre un peu la fin parce que c'est moins dur, où tu as un départ qui est beaucoup plus facile. Oui, là, ça se comprend, mais là, tu rentres trop vite dans le vif du sujet parce que tu es direct sur le parcours, tu pas sur une partie en ligne qui est beaucoup plus plane. Et puis après, bah, tu vas chercher ce Mont Kigali à 100 km de l'arrivée qui est littéralement bah, un mouroir pour l'entièreté du peloton. Ouais. L'intérêt, tu disais aussi, Samuel? Ouais, l'intérêt, franchement, je me suis pas vraiment amusé devant la télé parce que bon, dès que je l'ai vu partir, j'ai compris, j'ai compris. Je me suis dit, ah, bien sûr, l'espoir fait vivre. Je me suis dit, alors peut-être derrière, ça peut bouger, ça part à plusieurs, pas comme l'an dernier où Pogacar part tout seul. Mais honnêtement, c'était pas une Et super puis, après-midi, quoi. c'était même dès les premiers mètres, hein, parce que d'habitude, tu vois, tu sens une attaque cinglante. Là, c'est juste, il se met en tête de peloton, il Ouais, va Ouais, il pas à son accélère. rythme, hein. Ouais. Il cherche même pas à s'isoler à ce moment-là. C'est vraiment sur la fin, quand il est avec Ayuso, que tu sens qu'il appuie beaucoup plus sur les pédales. Mais avant, enfin, il est en patinette et quand il fait sauter tout le monde en patinette, tu te dis bon bah vas-y, Ouais. ça va être très long, hein. Bah, dans le bah chat, on a dit il y en a exactement. qui ont éteint la télé assez rapidement. Voilà, ça peut Ouais, arriver à Zurich aussi, hein. Ouais. ça se comprend. Ouais. Ça se Bref, comprend. Mais à Zurich, il y avait l'effet surprise quand même. Tu te dis quand même, il va pas tenir autant de temps. Autant là, ben, on l'a vu, on l'a ouais. déjà vu l'an dernier. Donc en fait, cette année, il n'y a même pas l'effet de nouveauté, de surprise. L'an dernier, j'étais vraiment bluffé, estomaqué. Cette année, c'est bon, ben, c'est comme ça. Ouais, et puis quand il se D'accord. barre avec Del Toro, tu connais la force du moment de Del Toro, tu te dis Et oui, ah, c'est fini. Puis tu c'est vois zéro Del Toro qui suspense. collabore, tu vois Del Toro qui est à moitié mort, qui continue de collaborer. Tu sais que c'est mort. Et puis enfin, derrière, tu as le seul vrai potentiel adversaire qui peut ramener un groupe, Remco Evenepoel, qui a des problèmes. Bon, bah, c'est fini, quoi. Ouais. Il y a Jackie qui dit imaginez le port
Plus loin, no. Donc je vous fais le truc que ça sera en Lombardie. Voilà. C'est déjà, Oui, bon. il n'y a aucune surprise. Honnêtement, là, on Oui, pouvait j'avais vendre oublié une le Tour de surprise Lombardie, pour... ouais. Non, mais on pouvait vendre une surprise pour X raisons, mais on savait très bien que c'était le grandissime favori, mais que sur les prochains mondiaux, il peut pas être pris, sauf, comme le disait Théo, tout peut arriver, une chute, une maladie, ok, mais sans impondérable, bah, sur ces courses-là et les courses à venir, il est intouchable. Ouais. Théo dans le chat évidemment qui nous a dit ça, qui commande souvent et il a bien raison. Bienvenue à lui dans la maison de Saderaï. Déception. En parlant de déception, on passe du côté des filles avec la victoire surprise, donc le titre de championne du monde de Magdeleine Vallière, donc la Canadienne qui était, alors voilà, son CV, une seule victoire en carrière, pas de podium, aucun podium cette saison, donc voilà, énorme surprise, même si c'est pas non plus n'importe qui, mais il faut le dire, hein, celui qui a parié sur Magdeleine Vallière avant cette course, je pense qu'il est riche maintenant. Voilà, il a acheté une île et il vit maintenant 2 ans depuis. Peut-être que dans le coup tordu, peut-être ça l'avait, non, il y a cette victoire. Non, il n'y a pas. A priori, vu sa tête, il n'y a pas. Non. Enfin bref. Mais une course assez spectaculaire, il faut le dire. Mine de rien, parce qu'il y a eu quand même pas mal de rebondissements. Voilà, mais comme souvent dans les courses féminines. Par contre, on va passer donc l'effet de surprise, etc. On va d'abord parler d'une chose. La stratégie de l'équipe de France. Parce qu'on ne va pas se mentir, on a fait en plus ensemble la preview de ces mondiaux en disant l'équipe de France, franchement, si elle se loupe là, c'est pas possible. Ne pas avoir quelqu'un sur le podium, même dans le top 5, c'est pas possible. Avec l'équipe qu'on a, c'est Kerbaol, Labous, Ferrand-Prévot. Enfin, franchement, on a ce qu'il faut pour dynamiter la course, pour la cadenasser aussi, et donc amener au moins une fille au plus haut, en tout cas dans les accessis. Final, pas une seule dans le top 10 quand même. Alors là, celle-là aussi, inversement, fallait parier. Beaucoup d'erreurs dans celui-là. Musique, on l'a laissé partir devant. Je vais faire un petit je veux dire... Pêle-mêle. Voilà. De quoi? Un petit pêle-mêle, moi je Un petit listing. Voilà, un petit listing, voilà. Musique, qu'on a laissé partir, pas de problème, ça c'est pas mal. Le problème, c'est qu'à un moment, on a laissé trop de chants à l'échappée, alors qu'on n'était pas très loin, on laisse repartir des gens à 35 km très forte, hein. On parle de Nîmes Fisher Black, de Mavic Garcia qui a gagné sur le Tour de France dernièrement. Enfin bref. Et à un moment, on revient à 45 secondes, on n'est pas très loin, on s'arrête de rouler, on écarte tout ça et on se dit c'est pas grave, il y a musique devant. Musique, bon, elle n'était pas dedans, elle n'était pas bien. Ensuite, Labous, elle a fait un travail, mais alors monumental. Mais elle a roulé tout le temps pour finir devant Pauline Ferrand-Prévot. Donc ça aussi, ça m'interpelle. Ensuite, on a l'impression que personne ne s'est parlé, hein, savoir qui, t'es pas bien, t'es bien, comment on va faire. Bref. C'était le bordel. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était le bordel. Thib, qu'est-ce que tu as pensé de la stratégie de l'équipe de France sur cette course? Stratégie unique et stratégie pas payante, comme on a vu du côté des Belges chez les espoirs. C'est bien de miser sur un homme fort, une femme forte, mais faut aussi savoir s'adapter, il faut savoir communiquer, ce que les filles n'ont pas fait. Honnêtement, notre meilleure carte, c'était Juliette Labousse, surtout quand on entend le discours de Pauline Ferrand-Prévot à l'arrivée. On peut nourrir de très gros regrets avec l'effectif qu'on avait et avec la forme de Juliette. Ouais, surtout que Juliette, elle est connue aussi pour être de mieux en mieux, plus ça arrive. On voit aussi dans les Ouais, et ascensions, puis par exemple, elle pète très tôt, mais elle quand revient elle se après. plie en 4 pour le Ah collectif, bah là, tu vois à quel point elle est forte. Et elle rechigne pas à la tâche, hein. Elle pense pas personnellement, elle pense collectif. Et c'est tout à son honneur parce que honnêtement, elle aurait pu aller chercher sa propre gloire. ouais, c'est clair. Samuel, sur cette course, donc voilà, au final, alors on parle de problèmes de communication, voilà, pas mal de choses, le fait qu'il n'y ait pas d'oreillette aussi fait que c'était un peu le bordel, mais il y a quand même pas mal de manqués, hein, évidemment, pendant cette course. Ne pas avoir une seule Française dans le top 10, je trouve ça, moi, inadmissible, hein. Si on est sélectionneur, on a ce matos-là, en tout cas. Ouais, clairement, il y a une petite vibe de Innsbruck 2018, hein, je trouve, dans ce qui s'est passé. Bon, Bardet, médaille d'argent cette année-là. Là, cette année, effectivement, avec une 13e place de la Bousse qui a larbiné toute la journée, c'est vrai que on peut avoir des doutes sur ce qui s'est réellement passé. Ouais, donc oui, clairement, pas une bonne stratégie à ne pas reproduire aux Europes, du coup. Ouais, non mais ça c'est clair. Non mais il y a un moment, on en parlait juste avant, il y a un moment, donc Evita Music, elle pète, de groupe en groupe, elle se retrouve donc à un moment dans le dernier groupe, avant juste après du coup, après le peloton.
Elle avait juste à se retourner derrière et voir, ah tiens, il y a le peloton juste là, je suis cuite, je m'arrête et puis je vais donner un petit coup de main à Juliette Labousse qui est en train de rouler derrière pour revenir. Il n'y a pas un moment, elle se dit, bah, de toute façon, je vais attendre ma coéquipière. On ne sait pas ce qui se passe derrière, ça c'est sûr, mais elle sait qu'elle n'est pas très loin, elle voit le peloton derrière, mais il faut qu'elle s'arrête. Enfin, elle est 18e dans la course. Moi, il y a des trucs qui m'ont assez choqué. Dans cette course où vraiment j'ai regardé, j'étais outré quoi sur mon canapé. J'ai dit mais c'est pas possible, comment on peut faire ça et tout. Après on peut comprendre avec les oreillettes, on n'a pas les infos quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a eu un manque de communication qui était terrible. Et on parle d'équipe de France, mais on parle aussi de toutes les favorites, hein, parce que Longo Borghini derrière a parlé de clownerie, carrément, parce qu'elles se sont encore loupées. C'est le cas un peu plus tôt sur le Newsblad notamment. On se marque, c'est un peu terrible quand même de voir ce genre de course. C'est magnifique pour les surprises et pour le suspense. Mais type, par contre, quand il s'agit des favorites d'avoir une stratégie, c'est un peu compliqué quand même, mine de rien. Ouais, bah, tu vois, elles sont encore enterrées, hein. C'est, l'apanage du cyclisme féminin et c'est peut-être pour ça, en fait, que même s'il y avait les oreillettes, est-ce que ça aurait changé grand-chose quand tu sais que, bah, c'est pas la première fois et c'est pas la première fois, avec des oreillettes aussi, qu'elles se sont enterrées, hein. Quand, tu les néerlandaises qui regardent dans le blanc des yeux les françaises et que réciproquement, c'est pareil de notre côté, bah, ça donne des situations d'enterrement, de classe mondiale comme on a vu hier. Mais c'est pas nouveau du côté du cyclisme féminin, que ce soit cette année ou les années précédentes, et c'est peut-être pour ça que ça nous régale. Non, mais après, je veux mettre un petit point bonus pour les Suisses qui ont plutôt bien joué pour le coup. Ça c'est clair, à la fin, ça donne rien parce que Elie Chabet, qui était la dernière cartouche, n'a pas réussi à revenir sur l'avant, peut-être un tout petit peu trop tard, mais ça aussi le fait qu'on n'est pas roulé derrière, on est passé de donc 45 secondes à 1,45 en l'espace de 3-4 km, ça a tout planté. Mais voilà, on a essayé, on avait du monde à l'avant, à un moment Marlène Rosser accélère, elle avec Elie Chabet, roule pour Elie Chabet qui va réussir à faire un top 5, mais pas plus. Mais en tout cas, au moins il y a eu quelque chose qui a été essayé là pour l'équipe de France, je me dis. Avant-dernier passage du Mont Kigali, ou c'est l'avant-dernier passage, on est à 25 bornes, je me dis là, il faut y aller, il faut mettre un coup de vis, il faut y attaquer, c'est maintenant ou jamais, il y a une 40. Si tu n'attaques pas à ce moment-là, c'est sûr, même si tu n'es pas bien, je veux dire, encore une fois, les problèmes physiques, etc., je critiquerai jamais les gens qui disent, qu'on me dit, bah non, pourquoi il n'attaque pas. C'est pas ça, c'est juste essayer de faire quelque chose, et là, rien du tout. Ça roule au rythme, et ça continue à rouler au rythme, que ce soit toutes les favorites d'ailleurs, mais bon. Ouais, Voilà. mais après, en vrai, tu sais, souvent, elles savent, s'organiser, collectivement et s'adapter et c'est un peu comme, les Italiens et Italiennes. C'est, des nations qui savent jouer très collectif. Non, bah oui. Mais bon, là, en tout cas, on s'est complètement manqué. Donc, tant mieux pour nos amis du Canada, puisqu'on a vraiment une championne. Alors, celui-là, il faudra le ressortir hein, dans les quiz un peu plus tard, parce que vraiment, à part si elle a une carrière éblouissante derrière, mais entre Alison Jackson sur Roubaix et Magdalene Vallière sur les champions du monde, le Canada, roi des surprises et reine des surprises, du coup, pour les filles. Voilà ce qu'on voulait Puis dire. tu te dis qu'on avait eu Honnêtement, Christian c'est bien. Hofer sur les JO, et là, tu te dis quand même, c'est pas Ouais, mal aussi. ouais. Quoi. C'est, Ah, en c'est termes de bien. surprise, on est vraiment pas mal. Mais c'est bien parce que c'est la glorieuse incertitude du sport, Bien c'est des sûr. surprises et c'est surtout en fait, une concurrente, une femme qui le mérite parce qu'elle se plie souvent pour le collectif et sur les dernières courses, mine de rien, elle était quand même, remarquée et très forte donc c'est que la consécration d'un moment fort pour elle Ouais, et et ça puis, peut lui faire passer un step up un peu comme Mats Pedersen, même si Mats Ouais. Pedersen, l'année de son championnat du monde, avait quand même fait une deuxième place du côté du Ronde. ouais, et puis on a vu l'émotion aussi de Cédrine Kerbaol après la ligne qui est coéquipière de Vallière. Bien sûr, elle roulait pour l'équipe de France, mais elle était aussi heureuse, voire même plus. Hein, on va pas se mentir que c'était Ferrand Prévot qui gagnait à l'arrivée, tellement voilà, c'était une surprise et très bien pour elle. On va peut-être les retrouver d'ailleurs, ces filles-là, sur les championnats d'Europe. Vous voyez la transition que je suis en train de faire là. Les championnats d'Europe, puisque évidemment ça va se dérouler, ça commence dans quelques jours là, et puis on aura la course en ligne ce week-end avec quasiment les mêmes hommes. On va récupérer un petit Vingegaard. Bref, on en parle en attaque, on n'attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. On était obligé de parler un petit peu des championnats d'Europe. D'abord, d'un point de vue masculin, on va essayer vite fait sur donc des retrouvailles entre Pogacar et Remco annoncées. Jonas Vingegaard qui arrive. Est-ce que le Danois peut tout changer, Thib? Non? Oui?
Ouais, le parcours un Ça, peu moins dur évidemment, mais ça reste quand même assez difficile avec pas mal de montées assez courtes. Ouais, on va dire c'est un championnat classique, on va dire en termes ouais, et de puis c'est une dénivelé, course de d'un jour. difficulté. Ouais, course d'un jour. C'est une course d'un jour et il en fait peu et quand il en fait, la dernière qu'il a fait, c'était la Classicao l'année dernière et il abandonne alors qu'il était grand favori, de cette course, je sais que trop en penser. S'il a son niveau de, par exemple, la première étape, du Dauphiné, là, on peut espérer, qu'il essaye, de le titiller et potentiellement de le suivre et de le taper au sprint. Même si j'ai du mal à y croire, mais il y a vraiment cette incertitude sur les courses d'un jour qui fait que, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on a envie d'y croire? C'est le point de bascule, en fait. Samuel. Après Vingegaard, à l'inverse de Pogacar, connaît très très bien du coup les circuits qui vont être empruntés parce qu'en fait il a tout simplement remporté la Drôme ou l'Ardèche, la Drôme je crois. Il l'a remporté en La Drôme, ouais. 2022 et avec la manière en plus c'était une course sympa à suivre. Donc moi je me dis pourquoi pas y croire. Après tout, le sport Après, fait on vivre. citera pas la concurrence en face, hein, parce que le deuxième, c'est Guillaume Martin. Ouais, c'est mais très bon Guillaume Martin ce jour-là. Eh oui, Attention. tu critiques. Non, mais en plus, donc là, mais sur ces championnats d'Europe, on va quand même se régaler. Donc Remco est de retour, Tadej est de retour, Jonas Vingegaard, on a Almeida qui est là, Juan Ayuso aussi, On a qui Je pense connaît que très ça, bien ça ces sonne termes. peut-être que plus marrant. Ouais, et puis on a une composition française Ah, là, qui, je vais en mine de parler. rien, excitante avec Ouais. la stratégie Vauclair. Maintenant, il faudra voir aussi comment les autres nations collaborent à cette stratégie parce que tu peux mettre tous les plans que tu veux face à des coureurs qui sont en dessous des monstres que tu as cités. Si les autres collectifs ne suivent pas ou te mettent des bâtons dans les roues, ce sera compliqué d'aller chercher quelque chose. Non, mais en plus, on a Mats Pedersen, par exemple, pour le Danemark. Donc, on ne sait pas aussi ce qu'on va avoir, hein, évidemment. Hein. Lui, il faut le lâcher, mine de rien. Romain Grégoire pour les Français sur ce type de parcours. J'avoue que, bon, c'est vrai qu'on vend tout le temps un petit peu de suspense, mais ça se trouve, c'est plié aussi à 100 bornes de l'arrivée. Mais en tout cas, sur le papier, ça donne quand même envie de regarder, peut-être pour une revanche entre tous ces coureurs-là. On verra comment aussi on va récupérer des mondiaux, évidemment. C'est ça qui va être assez En tout cas, particulier. le circuit final avec le Val d'Enfer est excitant parce que c'est une montée qui est courte mais punchy et son approche sur des routes étroites va faire que ça va être ultra nerveux, le positionnement va être primordial. Donc ça peut partir un peu dans tous les sens, mais ça peut aussi être très vite maîtrisé et dompté par le Slovène. Ouais, et puis un très joli coin où l'eau est bonne, nous dit Jackie Bosberg d'ailleurs. Peut-être moins de malades là-bas, c'est ce qu'il nous dit. Ça m'a fait rire quand je l'ai vu. Et pour les filles, on va avoir quasiment la même équipe de France avec cette fois-ci une PFP qui sera au service d'autres coureuses, Kerbal ou Labous. Peut-être que cette fois-ci, on va avoir au moins quelque chose dans un parcours aussi qui nous convient, mais peut-être un petit peu moins parce qu'il y a quand même pas mal de coureuses assez costauds sur ce genre de parcours. Ouais, et puis je me méfierais quand même de Kim Lecourt, hein, parce que quand tu vois la forme qu'elle avait sur le mondial, quand tu vois son entraîneur, qui le disait d'ailleurs, et c'est un mondial où tu pouvais te dire, est-ce que le cours, ça lui correspond vraiment totalement? Parce que ça ressemble peut-être un peu à un Liège-Bastogne-Liège où elle était un peu en retrait, elle va le gagner parce que les autres le lui permettent. Quand tu vois sa forme, tu te dis attention, danger, hein, faut pas basculer avec elle, hein. Ah, ça, Alors, oui. après, sur les championnats d'Europe, tu la verras pas, le courte. Elle est mauricienne. Ah oui, putain, je suis con. Celle-là, c'est la plus Pardon. belle. Bravo. On va Pardon. le rebooter. Excusez-moi. On va le rebooter. Juste pour toi, parce que j'étais un ami de la famille, je vais l'enlever, ça. Ah, mais, Je vais l'enlever. Même si c'est ah, pas. mais je l'adore, je l'adore trop cette coureuse. Ouais, tu Elle m'étonnes. mérite un putain de résultat. Il y aura quand même Saint-Marin. Voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Qu'il y aura du monde de Saint-Marin. Sinon, autre chose, je termine. Hein. Paris-Chauny, quand même, mine de rien, qui avait lieu ce week-end, donc avec la victoire d'Arnaud Delis. On salue nos amis de Paris-Chauny qu'on adore évidemment, avec une très belle course, peut-être plus belle que les mondiaux. En tout cas, si jamais vous avez l'occasion de voir Paris-Chauny, voilà, peut-être vous êtes plus amusé qu'à Kigali. Est-ce qu'on est parti pour le quiz? On demande des retenues de salaire pour la TIB. Alors, malheureusement, la retenue, vous pouvez demander à Winamax, si vous voulez, de retenir son salaire
Ça, vous pouvez. Mais ici, alors là, en plus, les gens, ils disent, moi, je l'écoutais sérieusement, en plus. Et tout le monde dit, il m'a eu et tout. Même moi, j'espérais tellement, en plus. Ah ouais, franchement, c'est presque le meilleur moment de cette émission, comme d'habitude. Merci beaucoup, Tim. Bon, au quiz ? On passe au quiz ? Allez, feu. Passe au quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Alors, on va avoir un petit quiz sur les championnats d'Europe, voilà, pour changer, puisqu'on a fait les génial. mondiaux. Ah voilà, mais il faut. Il va y avoir des questions plus ou moins dures. On va voir si vous arrivez à aller jusqu'au bout. Vous êtes encore nombreux dans le chat. Je regarde, je surveille. Si vous voulez répondre aux questions, bien sûr. On me demande si je suis désolé, je fais une bifurcation. Si Magdeleine Vallière a des chances sur les championnats d'Europe à Thibaut. On me demande si. C'est bon, ça va. Ça va être un running gag. Je me ferai pas voir deux fois. Ça va être fantastique. En tout cas, ils sont très forts, ils sont très chauds et ils sont à fond. Voilà. Alors, pour ce quiz, donc championnat d'Europe, on va commencer. Il y aura 11 questions au total. Peut-être que ça sera à gagner avant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je vais essayer de noter les points entre vous deux. Alors, tac, tac et hop. Voilà. Alors, première question. Championnat d'Europe, donc en France cette année, si vous ne l'avez pas remarqué. C'est la 3e fois depuis 2016 où on a reboutiqué un petit peu ces championnats d'Europe. La première fois, c'était lors de la première édition. La deuxième fois, c'était en 2020. Est-ce que vous pouvez me donner les villes, les lieux de ces championnats d'Europe en France ? Est-ce que vous avez une idée ? La première question. Il y avait Ploué. Ploué, c'est une bonne réponse. C'était en 2020. Je vais donner un point à Sam. Ploué, mais après, je l'ai plus l'autre. Alors, Bretagne, oui, c'était en Bretagne, mais alors Bretagne, c'est assez large dans le chat. Donc, si vous pouvez au moins essayer de me trouver une commune. Alors, c'est une commune qui est connue, puisque elle est. Donc, il y a une course là-bas qui porte son nom. Et il y a aussi. Cholet. Il y a aussi une. Cholet, non, c'est pas bon, mais c'est passé. On est passé sur le Tour de France féminin cette année. Ah, c'est plus dur, hein. Vitré, c'est pas Plumelec. bon dans le carré. Plumelec, c'est une bonne réponse, mon cher Sam. Bravo, Ploué et Plumelec, avec donc la côte de Cadoudal. C'est ça, Plumelec, au Grand Prix de Plumelec. Alors, deuxième question. On en passe chez nos amis les hommes, simplement. Je suis passé en vacances en plus. Et franchement, le chat, c'est n'importe quoi, je vous laisserai lire, hein, mais ça envoie du n'importe quoi. Quelle est la nation la plus titrée chez les hommes ? Les Italiens. Course en ligne. Italie, Italien, voilà, on va te donner un type. 4 titres d'affilée. 4 titres d'affilée, bravo Thib, bien révisé. Quel est le seul Français à être monté sur les podiums des championnats d'Europe de chrono ? Homme, on est toujours chez les hommes. Le seul Français. Armirail. Armirail, ce n'est pas une bonne réponse. Coppel. Coppel, ce n'est pas une bonne réponse. C'était sur les mondiaux il y a pas Cavagna. longtemps. Cavagna, c'est une bonne réponse. Tu l'as donné en même temps que le chat. Clem le jeté de vélo qui est venu jeter son vélo justement pour marquer le premier De point toute du façon, chat. après, je l'ai murmuré à partir du moment où je t'ai dit Armirail, j'ai fait bah c'est qui ? Eh oui. Quelle coureuse est recordwoman de victoire sur les chronos des championnats d'Europe ? Quelle Van Dijk. coureuse ? On est passé chez les filles. Hélène Van Dijk, c'est une bonne réponse, mon cher Thib. Le 3e point, ah là là, c'est fabuleux. 5e question. 2023, la France, vainqueur du relais mixte, qui composait, c'est mieux, cette équipe de 6 coureurs. Je vous donne un point par bonne réponse. Cordon-Rago. Cordon-Rago, c'est une bonne réponse. Cavagna. Ouais. Cavagna, Armirail, c'est une bonne réponse. Ça te fait 5 points déjà, Samuel. Il reste encore, donc, il y a 6 personnes. Il vous manque 2 filles et 1 garçon. Cordon-Rago, Jackie, je suis désolé avec le délai, on est donné. Labousse, c'est une bonne réponse, Thib. Tu marques aussi le point. Il a donné qui comme femme ? Donc, il y a Audrey Cordon-Rago qui était présente. Juliette Labousse. Kirbaol, c'est une bonne réponse aussi. Je suis désolé, le chat, je vous donnerai des points aussi parce que vous êtes bons. Et il manque donc... Guernalec, peut-être le dernier ? Guernalec, ce n'est pas une bonne réponse. Le chat, c'est votre moment. Ah bah, Vauclin, non ? Vauclin, ce n'est pas une bonne réponse. C'était un coureur qui est aussi spécialiste du chrono, peut-être Gianni Longo, j'en peux plus, qui est spécialiste du chrono, lui aussi, de la piste aussi. Voilà. Benjamin Thomas. Benjamin Thomas, c'est une bonne réponse, bien sûr. Benjamin Thomas, qui donc... Je donne 2-3 points au chat, c'est gratos. Et c'est gratos parce que franchement, ils ont été bons. Ça fait 3 points pour le chat, 6 pour Thib, 5 pour Samuel. Tout est encore possible. 6e question. Pauline Ferrand-Prévot est championne d'Europe, le saviez-vous ? Mais dans une catégorie et une discipline particulière. Laquelle ? Gravel.
Non, du coup, c'est vraiment. Il n'y a pas gravel au championnat d'Europe, ça reste du vélo de route. Non, je vous aide un peu. Hein. Vélo de route, mais il y a une catégorie et une discipline, voilà. VTT marathon, non, gravel, non, c'est. Alors, je me suis peut-être un peu moins été clair sur cette question, mais en fait, c'est juste que catégorie, donc, je vais vous dire, par rapport à l'âge, voilà. Et discipline entre relais mixte, chrono, course sur route. Alors, on me dit... Allez, je donne un... Junior, en effet, chez les juniors. Mais dans quelle catégorie? Qu'est-ce que tu me chantes? Contre-la-montre junior, merci Rénal. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Elle est contre-la-montre junior, elle est championne d'Europe en 2009. Pauline Ferrand-Prévot. C'est son seul sacre aux Europes, même s'il est monté plusieurs fois sur le podium un peu partout. On enchaîne. Quel coureur qui a fait le doublé en espoir, donc en ligne et sur le chrono, est aussi champion d'Europe de chrono? Remco? Non. En 2014, il remporte donc le chrono et le chrono 2014. Le chrono et ensuite la course en ligne. Et il est plus tard, chez les espoirs, champion d'Europe de chrono, chez les grands. 2014, espoir. Et chez les grands, attends, je vais te dire chez les grands parce que j'ai pas tout noté. Parce que j'avais pas Affini. Non, ce n'est pas Affini, qui est champion d'Europe l'année dernière, je le rappelle, de chrono. Je vais vous dire pour son sacre. Affini, on me le donne dans le chat. Pour son sacre, Ghana, ce n'est pas bon. 2020, 2021 même. Champion d'Europe de chrono. C'est vrai qu'il a été 2 fois. Kung. Stéphane Kung, c'est une bonne réponse, mon cher Samuel. Stéphane Kung, qui a donc réalisé le doublé chez les espoirs avant de s'imposer sur le chrono masculin chez les grands. Bon, ça va aller très vite là, parce que dans le chat, je sais qu'ils l'ont déjà. Qui est triple tenant du titre espoir de chrono? Ah, c'est Rice Peterson, non? Non. Vous allez vous faire bouffer, parce que le chat, même avec le délai... Warren Schultz? Non, ce n'est pas ça. Il y a un coureur qui est triple tenant du titre. Enfin, double tenant du titre, mais 3 fois vainqueur. Donc, espoir chrono. Est-ce que ça se trouve dans le chat ou pas? Remco? Non, ce n'est pas Remco. Mais c'est un compatriote, c'est Segert, évidemment, qui est 3 fois. Alex Segert. Alors que ça a été donné avant, hein, plusieurs fois. Attention, hein, le chat, vous êtes à la limite. Hein. Alex Segert qui a gagné 3 fois de suite. Ça aussi, j'avais oublié. On approche de la fin. 9e question. Excellente coureuse de course par étapes, j'étais la seule à conserver mon titre chez les espoirs. Qui suis-je? Espoir en ligne. Je vais vous donner des indices au fur et à mesure, mais voilà, pour vous donner un petit point d'information, c'est une coureuse excellente sur les courses par étapes, c'est sa spécialité. Elle est chez les grandes maintenant, mais elle a été la seule à conserver 2 fois, enfin à conserver donc, le titre chez les espoirs, a gagné 2 fois de suite. Je suis une coureuse... Blancavas, non. Vollering, ce n'était pas une bonne réponse dans le chat. C'est une coureuse donc, qui a été plutôt bien classée sur les derniers Tours de France. Toujours très bien classée d'ailleurs. Nievadoma, c'est une bonne réponse. Kasia Nievadoma qui a réussi à remporter du coup 2 fois chez les espoirs la course en ligne. Nievadoma qui a été donnée par Supercolo juste après. 10e question, avant-dernière question, avant une dernière bonus. Dernier Français à être monté sur la boîte des championnats d'Europe junior. Qui est-il? Romain Grégoire? C'est plus récent encore que Romain Grégoire, qui l'a remporté, je crois, Romain Grégoire de mémoire. C'est dans quelle catégorie? Chez les juniors, mon chou. C'est que ça. C'est une bonne réponse du chat, malheureusement. C'est le chat qui l'avait avant. C'est Paul Sexas qui termine 3e l'année dernière. Évidemment. Question bonus. Celle-là, elle permet de tout gagner. Même le chat. Soyez chaud. Le chat, soyez chaud. 11e question et dernière question. Qui a terminé premier Français de Paris-Chauny cette année? Vous croyez que je n'allais pas faire un quiz sur Paris-Chauny? Et non, ce n'est pas Janier. Ah putain. Ah là. Attention, celle-là, elle vaut 10 points. C'est fait exprès. Je l'ai pas, j'ai pas regardé. Venturini. C'est une bonne réponse de Samuel qui remporte ce sprint. Personne. Oh là là. Venturini, qui est en plus l'invité
ce soir de bac à sable, si vous voulez écouter Oh le là podcast là. Cyclocross, Voilà, tout la se passe relie. D. Et voilà, bien sûr, c'est pour ça. Et Clément Venturini, donc champion de France de cyclocross pour la grande première de bac à sable. Nos amis de bac à sable, Jérémy Sakian, Steve Chenel, Anthony Nicolas, des amis de Sadera et qui viennent de temps en temps. Anthony Nicolas pour dire de la merde et le reste, voilà, c'est un peu Il plus va te connaisseur. raconter son championnat de gravel. Ouais, c'est clair qu'il a été voir les championnats de France de gravel. Romain Bardet qui a terminé deuxième d'ailleurs. Bravo messieurs pour ce quiz, bravo d'avoir été là avec nous jusqu'au bout pour parler des mondiaux. Je sais que c'est très dur parce que voilà, on n'a pas forcément eu de belles choses pour nous Français déjà et puis même pour nous suiveurs, mais bon, il fallait jusqu'au bout. Les championnats d'Europe. T'as bossé ton quiz T'as bossé ton quiz? C'était qui le troisième l'année dernière? Chez les juniors? Non, chez les élites. Ah bah voilà, il a pas bossé. Attends, je sais même pas qui gagne l'année dernière. Attends, c'est Tim Merlier, Olaf Koy. C'est Olaf Koy. Le troisième. Bah c'est Olaf Koy. Bah non, c'est Mikkels. Ah oui, c'est l'Estonien. Mathis Mikkel, bien l'Estonien. joué, Ouais. il m'a piégé, bravo. Ah non, Olaf Koy il fait troisième, mais en 2023, tu vois, il m'en reste un peu. Bravo. C'est vrai que j'ai failli faire le quiz en mode quelle est la seule nationalité un peu farfelue qui a réussi à avoir une médaille sur les championnats d'Europe. Bref, j'ai été battu à mon propre jeu. Bravo team, merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc après les championnats d'Europe. Il y aura le Tour de Lombardie, il y aura le bilan de la saison, les transferts, etc. Et puis après, on se reposera un petit peu. Hein. On va faire comme Samuel, on va se mettre au soleil tranquillement. On va profiter des palmiers. Peinard, voilà, il n'y a pas mieux. Allez, salut à tous et ciao. Salut.